Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette courte vidéo dont le but est de corriger l'évaluation blanche que vous aviez à faire cette semaine. Voilà, je vais peut-être profiter pour faire quelques rappels rapides de certaines notions qui ne sont pas forcément au programme de cette évaluation, hein, mais qui le seront peut-être au programme de la vraie évaluation. Alors tout d'abord, on vous présenter une substance, hein, l'alginate de sodium, hein, qui a pour formule chimique C6H7O6Na. Donc je vous rappelle, hein, chaque lettre ou groupe de lettres représente un type d'atome. Donc C carbone, H hydrogène, O oxygène et Na sodium. Alors comment on sait que Na c'est un seul atome? Eh bien parce que en chimie, hein, la première lettre d'une formule chimique, hein, est systématiquement, en tout cas d'un atome, est systématiquement une majuscule. Et si jamais il y a besoin de plusieurs lettres, eh bien la première est une majuscule et la deuxième est une minuscule. Voilà. Donc si à un moment vous avez une succession de lettres toutes en majuscule, eh bien ça veut dire que chaque lettre correspond à un atome. Or là, Na, N est en majuscule, A en minuscule, ça veut dire que c'est un seul et même atome, l'atome Na, qui est l'atome de sodium pour le coup. Donc on vous demande le nombre d'atomes d'oxygène dans cette formule, hein. Vous voyez que l'oxygène c'est la lettre O et on lui a mis un petit 6. Eh bien ce 6 signifie qu'il y a 6 atomes d'oxygène dans cette espèce chimique. Tout comme il y a 6 atomes de carbone, 7 atomes d'hydrogène, et comme il n'y a pas de chiffre au niveau du sodium, eh bien ça signifie qu'il n'y en a qu'un seul. Quand, je vous l'ai déjà dit, hein, quand il y en a un, on n'écrit pas le chiffre 1. Donc voilà, Na, ça veut dire qu'il y en a un seul. Ensuite, on vous dit le numéro atomique de l'atome d'oxygène est Z égale 8, cela signifie qu'il comporte 8 protons. Alors à noter que dans cette évaluation, on vous le rappelle, c'est pas obligatoire en brevet, il peut arriver qu'on vous dise juste le numéro atomique est Z égale 8. Et donc on vous demande d'en déduire ce qu'il y a dans cet atome. Là, il vous précise, cela signifie qu'il y a 8 protons. Et on vous demande le nombre d'électrons dans cet atome. Bon, eh bien la règle d'or, hein, dans un atome, il y a toujours autant de protons que d'électrons. La raison est simple, un atome est neutre, électriquement parlant, hein, alors que ses protons ont une charge positive et ses électrons ont une charge négative. Donc pour que l'atome soit neutre, cela signifie qu'il faut autant de protons que d'électrons. S'il y a 8 protons, il y a 8 électrons. Ensuite, on vous dit que pour obtenir ces billes-là, on place cette solution au congélateur et qu'effectivement, elle va, au bout de quelques heures, elle va geler. Et on vous demande si c'est une transformation chimique ou physique. Alors, pour trouver, hein, ben c'est simple, il faut juste faire le bilan de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après. Au début, vous aviez de l'alginate de sodium liquide, et après, vous avez de l'alginate de sodium solide. Vous avez la même formule chimique, vous avez la même substance avant et après, c'est juste qu'elle a changé d'état. Donc, c'est une transformation physique. Pour que ce soit une transformation chimique, il aurait fallu un changement dans la substance avant et après. Si on vous dit qu'avant il y avait de l'alginate de sodium et qu'après on fait un truc et qu'après il y a autre chose, oui, là c'est chimique. Mais là, en fait, c'est juste de l'alginate de sodium qui s'est solidifié. Ça, c'est une transformation physique. Ensuite, on vous décrit un peu cette réaction chimique là, voilà, et on vous donne l'équation d'ailleurs de cette réaction, hein. Et donc on vous demande de donner la formule chimique de chacun des réactifs. Donc là on vous attend au tournant, hein, on vous précise réactifs. Ça veut dire quelles sont les substances qui ont réagi ensemble. Donc soit vous utilisez le texte, soit vous utilisez l'équation de la réaction, hein. Mais dans tous les cas, les réactifs, ce sont bel et bien les substances qui ont réagi ensemble pour en donner une nouvelle. Donc dans le texte, on vous dit, hein, on fait réagir des ions alginates, de formule C6H7O6-, hein, O6-, pardon, avec du calcium sous sa forme Ca2+. Eh bien là, on vous donne déjà les deux réactifs. Dans l'équation en dessous, hein, on vous précise bien, on vous donne 2C6H7O6- plus Ca2+, ben là aussi on est en train de vous donner les réactifs. Donc le premier réactif, c'est l'ion alginate, C6H7O6-, c'est donc sa formule. Dans l'équation, hein, vous voyez qu'il y a un petit 2 devant. Eh bien, en fait, il faut voir ces chiffres qu'il y a devant, hein, comme une recette de cuisine. Quand on vous a besoin de faire des crêpes, on ne vous dit pas mettez de la farine, du sucre, des œufs. Non, on vous dit mettez 250 grammes de farine, 3 œufs, voilà. Eh bien là, c'est pareil. C6H7O6-, c'est l'ingrédient. 2, c'est la quantité. Ça veut dire qu'il faut 2 ions C6H7O6- qui vont réagir avec un ion Ca2+, pour faire la réaction. Voilà. C'est juste une question de proportion en fait, ces nombres. Mais la formule chimique, hein, c'est bien ce que vous avez après. Donc deux réactifs, C6H7O6-, et le deuxième réactif, Ca2+. Voilà. Et donc on vous demande de recopier cette phrase, hein, à partir des informations que vous avez devant. Eh bien voilà la formule, hein. Lors de la transformation chimique, 2 ions alginate, ça vient du 2 qu'il y a devant l'ion C6H7O6-, hein.
réagissent avec un seul ion calcium, puisque devant l'ion calcium, on voit qu'il n'y a pas de chiffre, hein. Encore une fois, en chimie, quand il n'y a pas de chiffre, ça veut dire que c'est sous-entendu qu'il y en a un, pour former une molécule d'alginate de calcium, puisque là aussi, hein, la flèche veut dire en chimie que cela donne, et donc ça vous donne cette molécule, et on voit qu'il n'y a pas de chiffre devant, pardon, excusez-moi. Cela signifie, sous-entendu, qu'il y en a un, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que la réaction a lieu, il y a une molécule qui se forme. Ensuite, l'autre exercice, hein, qui vous détaillait une réaction des alchimistes, hein. Alors on vous demande d'abord de préciser pour un atome de plomb son nombre de protons, d'électrons et de neutrons. Bon, ben pour ça, vous pouviez soit chercher sur internet ou aller voir sur le tableau périodique des éléments qu'il y a dans votre manuel, hein. On vous dit l'atome de plomb, il a pour numéro atomique 82. Ça signifie donc qu'il y a 82 protons et 82 électrons. Et l'autre nombre qui est donné, qu'on appelle son nombre de masse, c'est écrit 208. Cela signifie qu'il y a 208 nucléons, c'est-à-dire le nombre de particules qu'il y a dans le noyau. Et dans le noyau, hein, pour rappel, il y a deux types de particules, les protons et les neutrons. Or, vous savez qu'il y a 82 neutrons, donc vous pouvez en déduire combien il y a de neutrons. Vous prenez tout simplement les 208 particules qu'il y a au total dans le noyau, moins les 82 protons, et vous allez donc trouver combien il y a de neutrons, c'est-à-dire 126. On vous demande la même question pour l'atome d'or, hein. Bon, mais dans l'atome d'or, son numéro atomique, c'est 79, donc 79 protons et 79 électrons. Son nombre de masse, lui, est de 197. Si vous faites la soustraction des deux, hein, 197 moins 79, vous allez trouver 118, c'est le nombre de neutrons. Et ensuite, on vous dit bah, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour transformer un atome de plomb en un atome d'or? Bien, techniquement, hein, il n'y a qu'à comparer. Eh bien, quand on compare les deux, hein, on se rend compte qu'il faudrait juste enlever 3 protons et 3 électrons à l'atome de plomb, ainsi que 8 neutrons, et vous retrouvez exactement la même structure qu'un atome d'or. Et c'est véridique, hein. C'est-à-dire que si on veut transformer du plomb en or, eh bien il suffit de retirer 3 protons, 3 électrons et 8 neutrons, et votre plomb est effectivement devenu de l'or. Et donc la dernière question, on vous dit, bah, pour faire ça, quel type de transformation il faut faire? Est-ce que c'est une transformation chimique? Ou est-ce que c'est une transformation qu'on appelle une transformation nucléaire et que je vous décrivais dans le texte? Eh bien, ça, bon, pas forcément du programme de troisième, c'était un peu une introduction, mais on vous demandera jamais ça au brevet normalement, hein, mais il faut savoir que les transformations chimiques ne touchent pas au noyau des atomes, quoi qu'il arrive. Vous avez des atomes qui peuvent se recombiner pour former des nouvelles molécules, vous pouvez avoir des électrons qui vont partir, mais jamais une transformation chimique ne touchera au noyau des atomes. Donc cela veut forcément dire que c'est une transformation nucléaire. D'ailleurs, tout est dans le mot, hein. Nucléaire, rappelez-vous, hein, nucléus, c'est le noyau. Donc une transformation nucléaire, c'est une transformation qui modifie le noyau d'un atome. Donc effectivement, dans une centrale nucléaire, techniquement, hein, on met du plomb, on se débrouille bien et on peut transformer le plomb en or. Mais cela demande énormément d'énergie. Une centrale nucléaire, c'est pas pour rien qu'on a découvert ça récemment. Donc les alchimistes à l'époque ne pouvaient pas avoir recours à ce type de transformation. Mais théoriquement, hein, si on voulait, on peut tout à fait transformer du plomb en or dans une centrale nucléaire. Le problème, c'est que ça coûte tellement d'énergie que ça coûte beaucoup plus cher que ce que ça va nous rapporter derrière en or. C'est pour ça que ça n'est pas fait aujourd'hui, hein, dans une centrale nucléaire. Voilà, c'est tout pour cette correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser lundi, hein. Voilà, on fera autre chose, mais bon, s'il y a vraiment des questions, je peux essayer de vous y répondre en vue de l'évaluation qui n'aura pas lieu la semaine prochaine, hein, mais la semaine encore après. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de week-end, et à lundi.